Je vais vous parler quand même de quelque chose d'essentiel, parce qu'on parle de la vaccination et on vaccine un patient. Parce que la vaccination, c'est un acte médical. Et il n'y a pas de discussion là-dessus. Et les patients ont des droits. Alors, les droits du patient face à la vaccination, et je vais vous parler aussi des mineurs et des majeurs, des adultes et des enfants, enfin des mineurs, ils ne sont pas tous des enfants, qu'il faut protéger. Nous avons une protection en droit international, c'est l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, protection de la vie privée, protection de l'intégrité physique. Et la Cour des droits de l'homme nous a déjà dit qu'il faut informer les personnes auxquelles on soumet un traitement médical. L'obligation d'information est essentielle, c'est un droit fondamental, c'est lié à un droit fondamental. La deuxième chose, c'est que lorsque les États imposent des produits dangereux, eh bien, ils doivent informer, expliquer et justifier. Lorsqu'on a affaire à des mineurs, à des enfants, ils sont particulièrement protégés. C'est l'article 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant, la Convention de New York, sous l'égide des Nations Unies. L'intérêt supérieur de l'enfant doit être pris en considération. Nous disons la même chose dans notre Constitution, c'est l'article 22 bis de la Constitution. C'est primordial, c'est le terme qu'utilise la Constitution. Alors nous avons en plus une loi spéciale en Belgique, la loi du 22 août 2002, sur les droits du patient. Il y a des règles générales, il y a des règles spécifiques pour les enfants, les mineurs. Il y a une loi sur les médicaments, vieille loi, qui était adaptée, et qui est adaptée, on vous a parlé du droit européen, à une directive de 2001, très importante, sur les médicaments. Et le vaccin est un médicament, on ne peut pas déroger au droit communautaire, et on vous l'a dit, le vaccin doit être soumis à une ordonnance médicale. Pour qui a été vacciné, je pense qu'on perçoit tout de suite la difficulté, c'est qu'il n'y a pas d'ordonnance médicale, dans la plupart des cas. Et enfin, il y a une loi du 7 mai 2004 sur l'expérimentation sur la personne humaine. Est-ce qu'on fait une expérimentation? C'est une vraie question. En tout cas, ce que nous constatons, et on vous l'a déjà dit, c'est que les vaccins en Europe sont soumis à une autorisation de mise sur le marché conditionnelle. Est-ce que cette condition, parce que les phases d'essais cliniques ne sont pas terminées, j'y reviendrai, est-ce que, parce que les phases d'essais cliniques ne sont pas terminées, sommes-nous encore dans une expérimentation? C'est une vraie question qui est difficile, surtout que nous sommes dans une situation inédite, puisque s'il y a expérimentation, on a quand même 4 milliards de vaccinés. Et ça, je pense qu'on n'a jamais vu d'expérimentation pareille. Donc, il y a quelque chose d'inédit qui peut-être n'était pas prévu par notre législateur. Alors, il y a plusieurs types de vaccins. Ils sont préventifs, thérapeutiques. Ici, nous parlons évidemment d'un vaccin préventif. Il y a des vaccins apathogènes, entiers, inactivés ou pas. C'est les vaccins classiques. Et nous avons les vaccins à sous-unité, et dont le vaccin ARN, dont on parle beaucoup, c'est un vaccin à sous-unité. Qu'est-ce qu'il fait, ce vaccin? Je répète ce qu'ont dit évidemment les scientifiques, et j'ai une consoeur fantastique qui s'appelle Isabelle Lutte, qui est neurologue, qui est avocate, qui a des activités académiques et qui a écrit un article très intéressant, et je me réfère notamment à ce qu'elle dit parce qu'elle a ce double chapeau extraordinaire d'être médecin et avocat. L'idée de l'ARN messager, c'est de permettre à notre corps de fabriquer une protéine spécifique qui permettra de lutter contre l'infection lorsqu'elle va arriver. Et c'est la protéine Spike, vous le savez. Et c'est ça la particularité. Donc, on ne nous injecte pas un peu de maladie, si je puis dire. On va nous donner le moyen de coder. Nos cellules vont pouvoir coder une protéine spécifique pour lutter contre la maladie si elle arrive.
Et face à cela, nous avons donc des autorisations de mise sur le marché conditionnelles au niveau européen. Il y a plusieurs systèmes de mise sur le marché d'un médicament. Pour les vaccins, c'est clair, c'est le système centralisé européen. Et c'est conditionnel. Pourquoi? Mais parce que l'autorisation de mise sur le marché a été faite avant que les données à long terme sur l'efficacité et la sécurité ne soient disponibles. Et il y a donc des conditions, d'abord c'est pour un an, et il y a des conditions très spécifiques de surveillance qui sont complémentaires. Alors, et c'est intéressant, je vais vous parler des phases d'essais cliniques, puisque c'est conditionnel parce que les essais cliniques ne sont pas terminés. On a 4 phases en général. On a 4 phases. Là, je me fonde sur les informations données par des virologues de grand renom et la littérature scientifique américaine. Pourquoi est-ce que je prends la littérature américaine? Parce que c'est celle sur laquelle se fonde, par exemple, Pfizer dans ses essais cliniques. Il y a une reconnaissance internationale de ce processus. Phase 1. Évaluer la meilleure manière d'administrer le traitement. On vérifie si le traitement est sûr. On prend 20 à 100 patients. Je résume évidemment. Phase 2. Nos 20 à 100 patients ont passé la phase 1 sans problème, ou sinon on s'arrête. Phase 2. Essentiellement, on va doser. On va évaluer le dosage le plus efficace et le moins dangereux. On est de 100 à 300 patients. Et puis on a la phase 3. Et nous sommes dans la phase 3. Les essais cliniques de phase 3 sont des études menées à grande échelle et ont pour but de comparer l'efficacité du traitement à l'essai avec un traitement de référence ou un traitement placebo. Cette phase est la plus rigoureuse et la plus extensive, c'est la plus coûteuse et la plus chronophage. Et c'est au cours de la phase 3, avec des résultats intermédiaires, qui ont été jugés suffisamment satisfaisants, qu'on a accordé l'autorisation de mise sur le marché conditionnelle. Et donc, c'est là que nous sommes. Alors, comment est-ce qu'on va délivrer? Je reviendrai là-dessus parce qu'évidemment, c'est lié aux expérimentations. Comment délivre-t-on un médicament? Traditionnellement, on dit que la délivrance du médicament, ce n'est pas au niveau européen, ça se passe au niveau national. Mais en droit, c'est un peu plus subtil parce que c'est une directive européenne qui organise ça, qui doit donc être mise en œuvre dans le droit national. Mais les directives ont des directions qu'on ne peut pas modifier. Il y a une marge qui est laissée aux États, mais il y a des points où on ne discute pas. Et ce sur quoi on ne discute pas, c'est qu'un vaccin est un médicament soumis, on vous l'a déjà dit, soumis à une prescription médicale. Or, le 13 juin 2021, la Belgique a pris une loi sur la gestion de la pandémie où on a dit qu'on pouvait administrer le vaccin même sans prescription médicale. Et cette situation est en contradiction avec le droit européen qui prime en principe. Et donc c'est un vrai problème juridique d'avoir inoculé un vaccin sans prescription médicale. Et je vais vous dire quel est le contexte d'une prescription médicale sur base de la loi des droits du patient. Le vaccin est un acte préventif. En l'espèce, il faudrait une prescription médicale. Ça peut être donné, l'injection peut être faite soit par un médecin, soit par un infirmier, catégorie B2 des actes d'infirmier. Et on a prévu aussi, toujours dans notre loi de mai, que des volontaires pouvaient participer et procéder à l'injection, ce qui peut poser de très belles questions de responsabilité, évidemment. Alors, la loi de 2002, l'information du patient.
D'abord, tout patient a le droit d'exprimer son consentement de manière libre et éclairée. Pour ce faire, il a le droit à une information complète dans un langage clair, fournie par le professionnel de la santé. Cela signifie qu'il ne doit pas demander l'information, le professionnel de la santé doit la lui fournir. C'est une obligation du professionnel de la santé. Et on a droit à des soins de qualité. Donc il faut recevoir une information sur son état de santé et son évolution dans un langage clair et compréhensible. Et ce droit implique une obligation dans le chef du médecin. Je dis le médecin puisqu'il faut une prescription médicale et seuls les médecins peuvent délivrer cette prescription. Il me paraît incontestable que les informations communiquées lors des invitations à se faire vacciner ne répondent pas aux critères de la loi de 2002. La pratique des centres de vaccination n'est pas compatible avec les prescriptions légales telles qu'elles se sont passées. Un médecin aurait dû recevoir chaque patient, s'informer sur son état de santé, les antécédents médicaux, l'informer sur le médicament qu'il allait prescrire, avec une explication dans un langage clair des avantages et des inconvénients de la vaccination. Et cela ne s'est pas passé, ou alors je suis une exception. Lorsque nous avons des mineurs d'âge, parce qu'on a vacciné, on a par exemple envoyé des convocations aux mineurs à partir de 16 ans en disant qu'il ne faut pas l'accord des parents. Ce n'est pas si clair que ça. Le principe, c'est qu'un mineur d'âge n'a pas de capacité. Mais il y a des exceptions. C'est l'article 388 du Code civil. Tout le monde sait que jusqu'à 18 ans... Oui, mais jusqu'à 18 ans, c'est les parents qui doivent signer le bulletin, hein? Je le rappelle. Donc, le principe... Oui, c'est le père de famille nombreuse qui intervient ici. Le principe, c'est l'autorité parentale. L'article 22 bis de notre Constitution, je vous l'ai dit qu'il faut prendre en considération de façon primordiale l'intérêt de l'enfant. L'article 12, paragraphe 1er de la Convention des droits de l'enfant dit qu'il faut demander son avis. Qu'est-ce qui se passe dans la loi de 2002 ? Le principe, ce sont les parents qui décident. Mais il y a des nuances importantes. D'ailleurs, lié à l'article 12 de la Convention des droits de l'enfant, c'est que, évidemment, l'objectif de l'éducation et de l'enfance, c'est d'en sortir. C'est-à-dire qu'il y ait une évolution dans la maturité des jeunes, ça va de soi. Et la loi sur les droits du patient en tient compte. Évidemment que pour un petit bébé, ce sont les parents qui vont décider. Évidemment que pour un enfant, par exemple, de 10, 12 ans, on va l'associer au traitement médical et le médecin a l'obligation de l'associer. On va lui expliquer ce qui se passe. Peut-être qu'il ne va pas tout décider, évidemment. On va l'associer. Et puis, l'étape suivante, c'est le mineur qui est capable de décider de manière autonome parce qu'il comprend ce qui se passe. Il a suffisamment de maturité. Et pour se rendre compte de cela, le médecin doit le rencontrer, l'entendre. À ma connaissance, ça n'a pas été le cas pour la vaccination des jeunes. Et donc, ce n'était pas conforme à la loi. Nous avons un médicament expérimental, une mise sur le marché conditionnelle. Est-ce que nous sommes concernés par la loi sur les expérimentations sur la personne humaine ? Ce que je peux vous dire, c'est que, suivant les dispositions légales, les produits bénéficiant déjà d'une autorisation de mise sur le marché, pour lesquels il faut une plus ample information dans le cadre de l'autorisation, sont des produits qui sont considérés comme étant soumis à une expérimentation sur la personne humaine. Je répète, s'il faut encore s'informer sur l'efficacité et la sécurité du produit, nous sommes, en vertu de la loi belge, dans une expérimentation. S'il y a une expérimentation, les conditions de consentement sont beaucoup plus importantes. D'abord, il faut un écrit. S'il y a des mineurs, il faut l'accord des parents plus l'accord du mineur, bien entendu. Et a priori, la vaccination et l'obligation vaccinale contreviendraient en l'état à cette loi sur l'expérimentation. La nuance, bien entendu, et est très importante, c'est que nous sommes dans une situation unique.
où nous sommes en phase 3 d'essais cliniques et également en phase 4 qui est la pharmacovigilance. Et si on oblige la vaccination, est-ce que la loi sur les droits du patient s'applique toujours? Ce n'est pas évident. En 2013, la Cour de cassation a dit, à propos de la polio, vaccination obligatoire, c'est une obligation d'ordre public et de santé publique, de telle sorte que la loi sur les droits du patient, qui concerne la relation patient-médecin, ne trouve pas à s'appliquer parce que les objets sont différents. Par contre, depuis lors, nous avons l'arrêt Favritchka qui modifie cette approche. La conclusion, c'est que si nous devions aller dans une obligation vaccinale, nous sommes dans une situation inédite parce que d'abord, la Covid-19 n'est pas comparable à la polio, mais nous avons des millions et peut-être même des milliards de personnes vaccinées. Les phases d'essais cliniques ne sont pas abouties. L'évolution constante de la maladie font que les vérités d'hier ne sont pas celles d'aujourd'hui. Rappelez-vous, on se vaccinait pour ne pas être contagieux. Omicron a fait mentir la chose. Comment définir un objectif légitime? C'est essentiel et vous avez compris que les questions de proportionnalité, de légitimité des objectifs traversent toutes les interventions. Et c'est normal, c'est une règle de grammaire d'analyse pour les juristes et pour les scientifiques aussi. Il faut que ce soit proportionné, que ça cause le moins de dommages par rapport à ce qui est essentiel. Les objectifs bougent tout le temps. Est-ce l'éradication, la protection des plus fragilisés? Quel est l'objectif? Et enfin, il faut un consensus international, et c'est ce qui se retrouve dans la plupart des obligations vaccinales, lequel étant aujourd'hui inexistant à propos du Covid-19. Je vous remercie de votre attention et je passe la parole à mes deux consoeurs, les Audrey.